Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale Le Rwanda, l'éducation et la langue française, un programme diffusé sur TVTEM. Je suis ce soir au lac Kivu, à l'hôtel Cléo, accompagnée de 3 femmes inspirantes. Tout d'abord, nous avons Sophie Tchachua. Bonsoir Sophie. Aimée Umutoni. Bonsoir Gladys. Bonsoir Aimée. Et Carole Karemera. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Sophie, vous êtes directrice générale de Canal+, Rwanda, avec plus de 10 ans d'expérience au sein du groupe Canal+, en Afrique francophone, sur des postes de direction, des ventes, de marketing et de business units. Aimée, vous êtes country manager de Canal Olympia, Rwanda. Vous avez précédemment travaillé pour RDB, le Rwanda Development Board, où vous avez contribué au développement du projet Rwanda Film Office. Et avant cela, vous étiez experte en industrie créative au sein de la coopération allemande. Et bonsoir Carole. Bonsoir. Vous êtes actrice, danseuse et saxophoniste, cofondatrice et directrice exécutive et aussi directrice artistique d'Ishio Art Center. Merci d'avoir accepté toutes les 3, encore une fois, notre invitation. Et tout d'abord, est-ce que vous permettez qu'on se tutoie ce soir, étant donné que nous sommes dans ce lieu si convivial qu'est l'hôtel Cléo à Kibouye? Avec plaisir. Bien sûr. Okay, très bien. Alors Carole, pour commencer, j'aurais voulu que tu nous partages ta vision de comment se matérialise aujourd'hui au Rwanda la transmission de la langue française via la culture. En fait, ici au Rwanda, le contexte est un peu particulier. C'est que la plupart des gens et les enfants dès le plus jeune âge, en fait, maîtrisent et pratiquent plusieurs langues. Le français faisant partie de ces langues-là. Sauf que, en fait, à travers l'histoire du Rwanda, le français a parfois pris une place prédominante, et puis après a un petit peu disparu quand l'anglais est arrivé, et puis est de retour de manière beaucoup plus importante, je crois, parce que on se rend compte d'abord de l'importance et de la richesse de la diversité culturelle. Parce que les jeunes Rwandais et les artistes comme ce que je suis se rendent compte que ça leur permet de jouer en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, jusqu'au Canada, jusqu'au Québec. On a des artistes aujourd'hui qui se produisent même jusqu'à Montréal. Et donc cette question de la filiation et de la transmission n'est plus simplement une question de génération. Avant, c'était nos grands-parents qui maîtrisaient le français parce qu'ils avaient étudié dans les collèges jésuites à l'époque, coloniale, etc. Et puis après leurs enfants. Et donc on avait parfois une sorte de vide entre un fossé entre différentes générations qui pratiquent une langue pour une raison et d'autres qui la pratiquent ou bien la rejettent pour une autre raison. Et aujourd'hui, ce que j'apprécie le plus chez les jeunes, c'est la volonté de parler plusieurs langues, parce que ça leur permet de partager leur culture avec d'autres, mais c'est aussi la volonté de contribuer à cette langue. Donc le français est de moins en moins une langue étrangère au Rwanda, et de moins en moins une langue uniquement apprise, parce qu'il existe différentes façons en fait d'être éduqué, les parents, la culture, etc. Et parfois le français était trop une langue, on va dire, scolaire. Et aujourd'hui, on a des humoristes rwandais qui se produisent en ce moment à Abidjan, d'autres à Montréal, jusqu'en Éthiopie, etc., en français. On a des jeunes chanteurs qui composent en français aussi, qui osent, ils sont décomplexés. On a des cinéastes qui tournent, on a évidemment dans la littérature, on a les derniers venus, les Gaël Faye, mais on a aussi les scolastiques, etc. Et ça remonte jusqu'à Alexis Kagame il y a plus d'un siècle. Donc les gens n'ont plus de problème à s'inscrire dans cette tradition-là parce que le français n'est plus que la langue de Molière. C'est la langue qu'on parle à Abidjan, c'est la langue des séries qu'on regarde à la télé. C'est vraiment une langue qui appartient à tout le monde et donc je pense que les jeunes aujourd'hui s'amusent, jonglent avec ça et donc colorisent aussi le français comme on le fait au Togo, au Maroc, en mettant du Kinyarwanda dedans, du Lingala, du Swahili. Enfin, il existe toute une variété de français parlés à travers le monde et maintenant c'est devenu ludique, c'est devenu fun, ce n'est plus simplement une langue qui existe à 10 000 km d'ici. Alors Sophie,
Quel est le rôle des médias en général et de Canal+ en particulier à ce sujet? Alors Gladys, écoute, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Et la moitié des locuteurs francophones sont en Afrique. Et c'est sur ce continent où la télé a un rôle important de vecteur d'information et de transmission des connaissances. Ça, on en a la certitude en tant qu'opérateur Pay TV. On a aussi la certitude que le français aujourd'hui, dans les foyers, permet d'accélérer l'apprentissage de la langue, surtout dans des foyers multilingues, c'est-à-dire où on parle plusieurs langues comme ici au Rwanda. C'est un outil puissant d'éducation de manière ludique et d'éducation de plusieurs formes de français. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il y a le français qui est mélangé au swahili, au lingala, et à travers le cinéma, les séries qu'on diffuse, qui sont des séries locales, africaines, on a cet accès à ce nouveau français, si je puis me permettre. On a plus de 190 chaînes en français sur des bouquets Canal+, et grâce à ces chaînes, qui sont des chaînes documentaires, des chaînes pour les enfants, et puis évidemment, j'en parlais tout à l'heure, des films et des séries, le français vit à travers ces 190 chaînes. Donc par exemple, Aimé, quelles sont les actions concrètes aujourd'hui qui sont mises en place par Canal Olympia pour promouvoir la culture de la langue française au Rwanda? Et donc, on a pensé à mettre en place des courts-métrages pour les enfants, qui serait un concours où on pourrait leur donner les moyens techniques et des mentors francophones rwandais, cinéastes, pour leur apprendre à s'exprimer en français à travers l'audiovisuel, et aussi leur apprendre à mettre leurs pensées en vue sur l'écran. D'accord, c'est fabuleux ça vraiment. C'est super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Canal Olympia, où est-ce que vous êtes situé à Kigali exactement? Et que nous sommes sur Rebero, à Kigali. Oui. C'est dans un site qui appartient au RDB. Nous sommes les premiers investisseurs à y être pour l'instant. Il compte 30 hectares et nous on a juste pris 4 hectares sur toute la concession. Et c'est un site merveilleux, un site trop splendissant de beauté, de nature, et c'est juste vivifiant d'y être. D'accord, donc il y a encore de la place. Et beaucoup de place à prendre. Très très bien, c'est une très bonne image et un très bon message qu'on peut passer ce soir. Sophie, justement, tu viens d'arriver il y a moins de 6 mois au Rwanda. Donc quelles actions concrètes avez-vous mis en place pour les salariés de Canal+, concernant le français? Alors, merci Gladys pour la question. En effet, ça fait moins de 6 mois que je suis ici et ça fait 3 mois que j'ai lancé la nouvelle filiale de Canal+ International, Canal+ Rwanda. Dans mes actions, l'une de mes actions qui me tenait à cœur, c'était vraiment cette maîtrise de la langue française, entre autres. Et du coup, depuis 1 mois, tous les collaborateurs de Canal+ Rwanda qui le souhaitent ont accès à des cours en partenariat avec l'ambassade de France, des cours du français, pour perfectionner leur français ou apprendre tout court le français. Donc ces cours sont financés à 100% par Canal+ Rwanda. Et donc c'est vraiment il est important pour moi, en tant que filiale d'un groupe international avec un ADN francophone, mais aussi dans un contexte multilingue comme l'est le Rwanda, de transmettre en fait ce français à travers ces cours. C'est vraiment une très bonne initiative. Alors, je sais que vous êtes un groupe français. Est-ce que c'est grâce au fait que vous soyez français que vous avez eu accès plus facilement à ce genre de cours, ou est-ce que demain, ça peut être accessible à n'importe quelle entreprise rwandaise? Non, pas du tout. Il n'y a eu aucune facilité parce que groupe français, je pense que toutes les entreprises, s'il y a un désir du dirigeant, de la dirigeante, de donner cet accès, cette possibilité à ses collaborateurs, il suffit juste d'aller demander à l'ambassade de France de le faire et de monter ce partenariat pour transmettre cette langue, cette belle langue à ses collaborateurs. Ok, donc c'est une volonté du groupe Canal+ Rwanda qui s'est concrétisée comme ça. Exactement. C'est très très bien. Alors, selon vous trois, comment peut-on aujourd'hui soutenir l'apprentissage du français au travers de projets francophones centrés prioritairement autour de la culture? Je sais que Sophie, tu es une passionnée de théâtre.
Je sais que Carole, tu es une experte en théâtre. Il faut qu'on se parle. Donc on pourrait imaginer une transmission de la langue française via le théâtre ou alors via d'autres moyens culturels. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette transmission ? Moi, je pense que la culture, en tous les cas, a un rôle majeur dans la transmission du français, que ce soit par le théâtre, avec l'oralité, l'apprentissage de textes, l'apprentissage d'auteurs, l'histoire qu'on raconte et qu'on joue sur scène. Ça, c'est clair que c'est une façon très concrète et ludique, finalement, de transmettre ce français. Donc, il nous faut évidemment des salles de théâtre, des salles comme Canal Olympia, où j'imagine que demain, des pièces pourront se produire. Donc ça, c'est une façon, évidemment, de perpétuer cette langue. Et puis, dans l'art est assez vaste, la culture est assez vaste. On parlait d'auteurs tout à l'heure, avec Yael Faye, Scholastique et d'autres. C'est aussi par l'écriture et l'accès à la lecture des petits, avec des bibliothèques ou autres, qu'on pourra continuer, évidemment, à transmettre, à faire vivre cette langue. Ouais. Carole, j'imagine que tu as un avis sur le sujet. Ça te touche particulièrement. Oui, parce que je suis artiste et francophile aussi. Et c'est vrai que je crois que depuis que je suis toute petite, ma maman me raconte des histoires absolument tous les soirs, depuis toute petite jusqu'à l'âge de 11 ans, tous les jours. Je lui donnais un mot, comme je fais avec ma fille d'ailleurs. Ça peut être aujourd'hui bois, table, chaussures jaunes, eau pétillante ou bulle, et à partir de ce mot-là, elle crée une histoire pour moi, comme je le fais aujourd'hui avec ma fille Kesha. Donc je crois qu'effectivement, ce rapport-là, il était émotionnel, maternel, et puis après mon grand-père m'a emmené au théâtre et tout ça. Donc je crois que commencer avec les tout petits, c'est un espace où on a des enfants, tout ici, et il n'y a rien de plus beau que quand on voit des tout petits machins s'approcher l'un de l'autre et parler, communiquer dans une langue qui n'existe pas. Mais l'envie qu'a l'être humain de communiquer, elle est intense, elle est viscérale, elle est vitale. Et donc on a des bébés qui s'approchent, peu importe qu'ils parlent allemand, hébreu ou kosa, ils cherchent à communiquer. Et donc je crois que si on utilise aussi la langue française comme un outil supplémentaire, parce qu'au départ une langue c'est des sons, et après au son on attache une émotion, et puis après ça fait sens. On ne commence pas avec le sens. Donc ça veut dire que plus les langues sont autour et enveloppent nos enfants, depuis les berceuses qu'on chante, jusqu'à ne touche pas à ça, ou je t'ai dit d'aller mettre tes habits, peu importe, mais c'est comme ça que petit à petit l'enfant en fait fabrique un peu et place la langue à un endroit qui est d'abord de l'ordre de l'émotion, du son. La langue française a des sons magnifiques. Et donc ça permet, en fait, le son permet de former l'oreille. Et on oublie qu'en fait, plus on partage les langues avec les enfants, plus leur oreille musicale, parce que je suis musicienne aussi, se forme. Ça veut dire qu'ils sont habitués à entendre le A, le O, le OU, le K. La langue française est très sophistiquée. Et que plus tard, ils iront naturellement vers une multiplicité de sons parce qu'ils y ont été exposés très tôt. Donc je crois que l'art pour les enfants très petits, bébés, je sais que parfois les mamans disent non, il va crier, il va pleurer. C'est pas grave. Emmenez vos bébés voir une exposition photo. Parce que le regard, vous avez vu les regards des bébés quand même, c'est chou. Ils captent absolument tout, l'éclairage, les lumières, les formes. Même s'ils ne peuvent pas mettre des mots dessus, ça les forme. Et donc après, entendre un concert de musique, je ne sais pas, ça peut être Weya qui chante en français, ça peut être n'importe qui. Emmenez-les voir plus tard, adolescents, parce qu'ils auront moins envie d'être avec vous. Je ne sais pas moi, une exposition BD, acheter des livres dans une bibliothèque. Et puis après, aller voir des humoristes, etc. Mais petit à petit, ils vont créer leur propre rapport à la langue. Et je crois que la culture peut faire ça. Et les parents peuvent accompagner ça et en être témoins aussi. C'est aussi la culture, un espace qu'on vit seul. Quand on lit un livre, on est tout seul avec l'auteur, on est tout seul avec l'histoire, et on n'a pas besoin de facilitateur, tandis que si maman lit aussi son livre, j'ai l'impression de partager aussi quelque chose d'autre avec elle. Donc je pense que c'est ça, les familles et les parents autour peuvent être observateurs
et contributeur, mais surtout essayer de mettre sur le chemin de l'enfant, du jeune adulte et de l'adulte vieillissant comme moi en ce moment et plus tard après, des choses sur lesquelles on peut petit à petit toujours se raccrocher. Je prends des exemples de nos aînés par exemple. Nos aînés adorent lire. Moi j'ai des parents, des grands-parents qui adorent lire, mais maintenant la vue ne leur permet plus. Donc qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce que je m'amuse à faire parfois, c'est prendre un téléphone et enregistrer des textes que j'ai aimés et les écoute. Donc comment est-ce qu'on peut continuer à faire en sorte que cette mémoire émotionnelle ne s'en va pas, quelles que soient nos capacités, parce qu'on a des enfants qui ne peuvent pas lire pour des raisons multiples. On a des enfants qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas toucher un livre pour des raisons économiques absolument effarantes. On essaie de trouver des solutions avec des bibliothèques mobiles et tout ça, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cette langue, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Et je pense que ça demande effectivement de penser à des projets innovants, à des séries innovantes, à des espaces ouverts où tout le monde se sent absolument le bienvenu tout le temps. Ouais, c'est très vrai, et on sent vraiment ta passion dans le témoignage que tu viens de nous livrer, et je pense qu'on a tous un rôle à jouer dès le plus jeune âge pour cette transmission de la culture et des langues et des sons, comme tu l'expliquais si bien. Carole, je voulais justement en profiter pour te demander aujourd'hui, malgré le contexte du Covid, je sais que tout l'espace culturel, tous les artistes sont vraiment touchés par cette crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de Ishio Art Center, vous avez des projets tout de même que vous arrivez à monter et que vous allez bientôt peut-être pouvoir nous faire découvrir? Oui, comme on le dit, les temps sont durs pour les rêveurs que nous sommes. Donc on essaie quand même d'atterrir dans la réalité, ce qui n'est pas toujours évident. mais les artistes essaient. Donc on essaie de... Disons que l'espace imaginaire requiert maintenant d'acquérir des nouvelles compétences. Donc il y a beaucoup d'artistes qui essaient de se familiariser avec des outils comme les caméras, avec des nouvelles technologies pour pouvoir communiquer. Nous, c'est pas notre fort au départ, mais on essaie aussi d'emmener les gens qui aiment l'objet livre vers d'autres possibilités pour y avoir accès, que ce soit une nouvelle application qu'on est en train de développer pour l'instant, justement avec des nouveaux partenaires. Les nouvelles synergies aussi existent entre les différents partenaires qui s'intéressent à la langue française sous toutes ses formes. Donc on essaie vraiment de voir comment encourager ceux qui écrivent là où ils sont. Donc ça veut dire que s'ils sont dans leur chambre, s'ils ont dû quitter Kigali parce que la situation économique est compliquée, retourner même vivre ici à Karongi ou bien à Rubavu, on les accompagne. On essaie de faire en sorte qu'ils continuent à partager leurs rêves, parce que rêver tout seul, c'est dur. Et aussi les mettre en contact aussi avec d'autres personnes qui pourraient réaliser ça. Donc c'est des plateformes de jeunes auteurs. Et puis ces jeunes auteurs écrivent des textes pour le jeune public. On va chercher des metteurs en scène pour les mettre en scène. Et quand les écoles seront rassurées, parce que je pense que les écoles veulent, et les enfants veulent, mais le climat ambiant est quand même assez anxiogène. Donc les gens se disent, est-ce que c'est safe? Donc j'ai prévenu les comédiens et les musiciens qu'il faudra peut-être se faire tester tous les jours. Ça chatouille, mais c'est pas grave. Mais si ça peut rassurer les enfants et les parents, qu'on puisse aller jouer dans les écoles. Donc voilà, là on travaille avec les directeurs d'école, avec les professeurs, avec les parents, en leur disant, si on emmène un gradin dans un espace ouvert, dans un réfectoire, si on vient vous raconter des histoires avec une distance importante, et le test des comédiens, est-ce que vous seriez d'accord? On partage aussi nos inquiétudes et nos projets aussi avec les partenaires que nous avons, parce qu'au départ on dit, on va créer des pièces, on va tourner pendant 6 mois, c'est plus possible. Donc on dit, tiens, est-ce qu'on peut filmer les pièces et donner des accès aux enfants? Est-ce qu'on peut créer des applications que les enfants peuvent prendre eux-mêmes et choisir leurs livres dans notre bibliothèque puisqu'ils n'ont pas l'occasion d'y aller? Mais une fois encore, on ne peut pas s'arrêter là parce que tout le monde n'a pas accès aux technologies. On ne doit jamais oublier qu'on doit continuer à prendre le bibliobus et travailler avec les partenaires, que ce soit les Français, la coopération, que ce soit la francophonie, avec les auteurs, avec les raconteurs d'histoires pour leur dire, quoi qu'il arrive, on doit donner de l'espoir, parce que les enfants, surtout aujourd'hui, sont dans une situation tellement différente.
sur laquelle ils n'ont pas d'emprise. Donc l'idée, c'est quand même de dire qu'avec cet espace culturel, artistique, avec les livres et les histoires qu'on leur raconte, on continue à leur dire que ce sera encore possible. Puisqu'ils ont l'imaginaire et l'imagination complètement ouverte à leur âge, c'est pas difficile, mais il faut continuer à tous les jours à nourrir cet imaginaire, cette créativité-là, parce que sinon les enfants peuvent aussi se replier sur eux-mêmes et l'apathie, et puis après on n'a plus envie, et puis après on n'a plus envie de manger, et puis après pourquoi faire ça, et puis c'est facile les enfants, mais en une seconde ils sont de nouveau ouais ça y est c'est parti, on raconte une histoire. Donc mais il faut c'est notre travail d'adulte en fait, d'accompagner toute la jeune génération à traverser cette période un peu compliquée pour rester créatif et voilà, et imaginer un monde quand même vachement plus chouette que celui-ci actuellement. Non, c'est vrai, on ne s'attend pas du tout à vivre cette période, et je pense que nous aussi, en tant qu'adultes, on a un travail à faire pour pouvoir donner un peu d'espoir et en tout cas des notes de positivité au niveau de nos enfants. Sophie, au niveau du groupe Canal+, est-ce que vous avez des projets justement, et malgré ce contexte du Covid? Alors nous aussi, Covid, ça nous a fait repenser un petit peu les choses. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une mission finalement de transmission de cette langue française. On s'est dit on va aller plus loin. Avec les écoles fermées, des enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes dans leur apprentissage du français et évidemment d'autres matières. Donc à partir de la rentrée prochaine, en septembre du coup 2021, on va lancer une chaîne éducative, la première chaîne éducative francophone, en association avec les éditions Nathan. Donc Nathan, c'est vraiment l'éducation, les livres, exactement, l'éducation. Et du coup, on va lancer une chaîne pour les enfants de 7 à 11 ans, pour les aider à l'apprentissage des maths, mais aussi du français. Donc il y a plus de 537 leçons qui vont être données. L'idée, c'est vraiment d'être dans une classe. Donc les programmes sont interactifs. On va s'immerger dans une classe avec une dizaine d'enfants, une maîtresse ou un maître, dans une école d'Afrique francophone. Ça démarre en septembre. Ces premiers programmes, associés à des programmes un peu plus classiques d'apprentissage d'autres matières, comme la géographie, par exemple. Mais l'importance, le pivot, ça sera vraiment le français et puis les maths à travers cette première chaîne d'éducation francophone. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Au niveau justement de l'âge, quelle est la cible et quel niveau vous allez toucher particulièrement, parce que c'est hyper large. Donc c'est le cours élémentaire de la CE1 jusqu'au CM2, on va dire, dans le système français. Donc c'est des enfants de l'âge de 7 à 11 ans. D'accord, et donc ça sera accessible pour des enfants francophones ou alors pour des enfants plutôt qui ne parlent pas français chez eux mais qui veulent apprendre le français Alors pour ceux qui voudront apprendre le français, je pense que ça sera un petit peu challenging parce qu'à partir de 7 ans, l'enfant a déjà des bases de français avec le cours préparatoire, mais c'est quelque chose qui est accessible, qui sera accessible et qui permettra de toute façon de faire résonner la langue française à ces enfants non francophones. Mais c'est vraiment des cours pour perfectionner, travailler sur le français pour des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Très bien. C'est une excellente initiative. En tout cas, en septembre, on ne manquera pas de regarder et de faire suivre à nos enfants ce programme. Tout à l'heure, Carole parlait de synergie. Donc là, on a la chance, on a un beau panel ce soir, puisqu'on a le monde de la télévision qui est représenté, on a le monde du cinéma qui est représenté et le monde des arts vivants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, ou est-ce qu'il pourrait y avoir à l'avenir, une sorte donc de synergie, de coopération qui pourrait se faire, soit entre ces trois domaines, ou soit encore entre vos trois entreprises, trois groupes, si on peut imaginer cela? Parfaitement. Alors attendez. Alors on commence où Mais je pense qu'il y a
Ah oui, on peut filmer le théâtre, on peut, enfin je parle du théâtre ici, surtout avec les outils qui sont là, comme elle le disait, des compétitions pour apprendre aux enfants à écrire des courts-métrages. Nous on travaille avec les auteurs, aussi les formats aussi, voilà, techniques. Il y a aussi la possibilité, nous on fait des cafés littéraires par exemple, un des prochains cafés littéraires ce sera avec Beata Moubieyi justement qui a gagné le prix des 5 continents, donc ça doit être télévisé, pardon, pas télévisué, non visuel, pardon, excusez-moi, je crée des mots, on appelle. Mais c'est pas mal, écoutez, c'est ça aussi la langue française. Non, donc vraiment l'idée c'est de voir comment parfois des choses, on s'arrête à un endroit, par nécessité, parce qu'on est dans ces cadres-là. Et donc, les arts vivants, c'est vrai que c'est fondamental pour nous, les artistes des arts vivants, d'être toujours dans le présent, mais aussi le partage au-delà du moment présent est là. Et donc, la capture, évidemment, télé est importante, l'archivage de ce qu'on fait, de ce qu'on crée à travers tout le continent. Et il se passe tellement de choses, mais la moitié du monde ne sait pas tout ce qui se passe en Afrique. Donc, effectivement, là, je pense que les médias ont un rôle très important d'aller chercher, de relayer, de faire connaître. Et puis aussi, il y a, comme on le disait, comment est-ce que d'un bout à l'autre de l'Afrique, par exemple, les séries se pensent, se font découvrir, etc. Donc c'est aussi ça, comment élargir même l'espace francophone en Afrique. Dieu seul sait qu'il a fallu très très longtemps pour que l'Afrique de l'Ouest pense qu'il y ait en Afrique de l'Est des gens qui parlent français. Le Congo, l'Afrique centrale était un peu toute seule. On parle d'Afrique subsaharienne et on nous sépare tout le temps, alors qu'une fois qu'on est ensemble, on trouve comment communiquer. Donc je pense qu'effectivement les médias peuvent le raconter. En cinéma, il y a déjà énormément de coproductions qui se passent entre différents pays francophones. Je veux dire, on travaille avec des Sénégalais, on travaille avec des Burkinabés, avec des Quinois. Donc le cinéma est déjà naturellement plus à cet endroit-là. Mais comment rendre compte de ça dans différents secteurs. Donc oui, on va aller jouer chez toi. Et puis elle va filmer, puis on va rejouer. Il y aura d'espace. Nous, on a un espace culturel énorme. Mais aussi, on peut prendre des petites productions. Oui. Toujours des choses pharaoniques, comme on peut travailler avec des écoles, des associations, des coopératives. Tout à fait. Sens-toi libre de tes amis à Olympia Ribeiro. Et de partager les publics aussi. Parce que on parlait tout à l'heure de famille aussi. Et je crois que parfois, il y a, par exemple, on a un public art visuel qui va voir les expos et les machins, etc. Et on tire pas toujours le public d'un endroit vers un autre. Donc voilà, donner rendez-vous comme ici, ça se fait à la télé. Ben voilà, on dit aux gens, ben voilà, à Canal Olympia, dans 3 semaines ou dans un mois, il y aura ceci. Et voilà, c'est ça. Et puis partager les publics et puis dire aux gens, il se passe ceci. Parce que c'est vrai que nous, on joue par exemple dans les maisons des gens. Par exemple, on peut venir jouer chez toi dans un salon, mais la plupart des gens chez qui on va jouer au salon ne connaissent pas l'espace énorme qu'il y a à Rebelo. Et donc, ce serait juste en disant, est-ce qu'on peut y aller? Il faut une autorisation. Comment on fait? Et donc, comment faire en sorte que les publics se croisent, quelle que soit leur connaissance de la culture, d'une langue ou d'une forme artistique, c'est important. Moi, je suis tout à fait d'accord. De manière générale, de toute façon, on n'existerait pas si on n'avait pas d'artistes, de production, de films, de séries, de talents. Donc, sans talent, en fait, la télé n'existerait pas. En tous les cas, Canal+ n'existerait pas. Et des talents internationaux, des talents africains, mais des talents aussi locaux. Donc, l'une des volontés, en tous les cas, de Canal+ Rwanda, c'est vraiment de faire émerger ces talents, de faire émerger des auteurs, des réalisateurs, des acteurs, pour demain contribuer à l'écosystème culturel rwandais et diffuser de la production 100% rwandaise, comme on le fait maintenant en Côte d'Ivoire, comme on le fait au Sénégal avec une chaîne 100% sénégalaise, made in Canal, comme on fait à Madagascar, et j'espère qu'on le fera aussi au Rwanda avec Wilfred. C'est vraiment très prometteur et je suis certaine que dans quelques mois on entendra parler d'une collaboration et d'une coopération très fructueuse. Donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux. J'ai une dernière question. Une question qui est un peu plus engageante et qui me touche particulièrement en tant que maman. Et je sais qu'elle touchera aussi particulièrement Aimée et Carole, puisque nous avons le point commun d'être maman de filles.
Tu pourras aussi réagir, il n'y a pas de problème. Non, en fait, bien entendu, en tant que femme, voilà, elle nous touche toutes. C'est de savoir quelles actions sont aujourd'hui mises en place pour l'accès, particulièrement des filles, dans les milieux culturels francophones. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Écoute, de mon côté, je pense que j'ai parlé des concours de court-métrage. Maintenant, vu que même dans le milieu du cinéma actuel, il y a c'est vraiment des hommes en majorité. Dès que tu montes, c'est des hommes. Et je voudrais vraiment mettre en avant aussi des filles, donner des trophées pour des filles en particulier. Donc c'est un aspect où j'aimerais travailler justement pour mettre en avant les filles dans la métier de l'audiovisuel. Surtout au Rwanda. Surtout au nous Rwanda. sommes un pays modèle. Voilà, développer leur talent, la filles. confiance en elles. Voilà, je pense que c'est ça que nous, on voudrait faire à ce niveau-là. Bon. Non, mais c'est vrai, en fait, il y a plusieurs éléments. C'est vrai que, d'abord, nous, femmes, comme nous sommes là, on sait à quel point c'est pas forcément évident de mener des carrières professionnelles, quelles qu'elles soient. Donc, c'est déjà ça. Et puis, la deuxième chose, c'est quand on élève des filles, elles apprennent en nous observant, d'abord, plus qu'en nous écoutant, on le sait. Donc comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre là-dedans? Moi, c'est ça que j'essaie de faire avec ma fille tous les jours en me disant, alors comment lui apprendre qu'elle est libre, qu'elle a autant de valeur, etc. Parce que parfois on le fait inconsciemment, on reproduit des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord parce qu'on n'a pas eu le temps de les analyser, de les défaire, etc. Et donc parfois je regarde ma fille, je dis attends, non, ça c'était pas pour toi. 2 petites secondes, elle me regarde, fait maman, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, ça c'est pas pour toi ma chérie, c'est comme ça que maman pense, mais c'est pas forcément comme ça que tu dois faire ou que tu dois agir, etc. Donc ça demande un effort supplémentaire pour qu'elles gagnent du terrain, pour qu'elles avancent sans trop hésiter. Et donc, c'est vrai que dans le secteur culturel, ici au Rwanda, étonnamment dans le secteur du théâtre, on est beaucoup de femmes. Il y a les femmes tambourineurs à Boutaré, à Rouillé, il y a la compagnie de Hope avec Machelika. On est quand même pas mal de femmes, mais c'est vrai que pour que les femmes montent sur scène, c'est encore un autre débat. Et alors pour qu'elles écrivent, alors là on est encore très loin. Donc c'est d'essayer de montrer que c'est possible. Bon, à Ishio, on est 8 femmes au départ, c'est pas qu'on n'aime pas les hommes, mais on est très bien entre nous. Et ensuite, dans notre bureau, il n'y a que des femmes. Mais c'est de faire aussi des commandes de texte avec des personnages de femmes. Voilà, on parlait de Médée tout à l'heure, qui soient waouh, où tout le monde se dit quel beau personnage de cinéma ou de théâtre, sans se dire pourquoi est-ce que c'est une femme. Et aussi de dire qu'on peut mettre des femmes à la prod, des femmes à l'image, des femmes à l'éclairage, des femmes compositrices aussi, etc. Et c'est vrai que la culture rwandaise demande parfois d'aller beaucoup plus loin pour oser. C'est pas que les filles n'aiment pas, c'est pas qu'elles sont pas talentueuses, mais à un moment donné, quand elles se marient, les gens ont dit tu vas continuer à être un personnage public. Donc c'est comme sur la place publique. Donc une femme publique, on sait ce que ça veut dire. Un homme public, c'est un président, c'est un homme de parti. Une femme publique, c'est une moins que rien. Donc il y a énormément de choses à faire pour que cette perception change. Ce n'est pas parce qu'on est sur un écran, qu'on est sur scène, que notre dignité est altérée, qu'on parle fort, surtout dans notre culture, qu'on empêche les autres de parler. Et parce qu'on a des choses à dire, que forcément on est critique contre quelque chose ou quoi. Donc c'est un travail constant. Et le fait j'imagine que le fait pour des filles de voir des femmes à l'écran, elles s'assoient dans le salon, elles regardent probablement le papa et le frère en disant et de voir des filles sur scène au théâtre, de prendre des livres avec un auteur féminin, etc. C'est ça. Il faut y travailler tout le temps. On a plusieurs millénaires à rattraper, donc il faut s'y mettre, quoi. C'est sûr. Ouais. Mais là, je pense qu'on est vraiment tout engagé et on a de la chance, encore une fois, je le répète, d'être au Rwanda. Le Rwanda qui est vraiment un pays qui donne sa chance aux femmes. Et un pays modèle pour moi au niveau même mondial, au niveau de la place qui est accordée à la femme et à la fille. Donc on doit, justement, comme tu le disais, essayer de ne pas perpétuer la tradition et de justement être à la hauteur. Transmettre ça à nos filles.
Ça peut être maman de filles mais de garçons du coup. Et bien justement, Voilà. c'est très Et important ben, l'éducation des garçons. l'éducation des par garçons, rapport aux et filles pour aussi. changer tout ça, je pense que ça passe aussi par, Tout à par fait. les petits garçons. Donc, il faut aussi nous, en tant que maman, déconstruire certaines choses aussi. Ouais. Les modèles qu'on souhaite transmettre finalement sont parfois éloignés de ce qu'on a appris. Donc c'est à nous aussi de déconstruire ça. Puis de manière plus générale, on parlait en effet de la place de la femme dans les métiers artistiques, culturels, audiovisuels. Et c'est vrai qu'elle a une place qui n'est pas sa juste place. Dans le groupe, au niveau de Canal+, il y a une initiative qui s'appelle l'Afrique au féminin, qui en fait donne l'accès à travers la formation à de jeunes réalisatrices, de jeunes journalistes, femmes, pour qu'elles aient autant leur place et qu'elles prennent leur place, qu'elles gagnent confiance en elles à travers la formation, entre autres, à cet univers qui est très masculin. Donc ça, c'est une initiative groupe que j'encouragerais du coup en tant que femme ici au Rwanda. Et si je ne m'abuse, il y a aussi une chaîne dédiée aux femmes au sein du groupe Canal+. Canal+, elle, avec de la programmation, au-delà de la programmation féminine, c'est vrai que il y a beaucoup de programmation, on va dire, féminine, il y a quand même des talk shows autour de problématiques du quotidien des femmes, comment j'allie mon travail et ma vie de famille, parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, une charge quand même importante qui est du côté des femmes, et en même temps une exigence à travers l'éducation, l'accès à l'éducation qu'on a de réussite professionnelle. Donc voilà des débats comme ça qui permettent aussi aux femmes de parler, de s'émanciper et d'échanger. Merci pour ce partage. Alors avant qu'on clôture notre émission, j'aurais aimé demander à Carole, puisque j'ai entendu tout à l'heure que tous les soirs elle raconte une petite histoire à sa fille avec un mot. Alors j'aimerais bien savoir si ce soir tu pourrais faire partager à nos téléspectateurs une histoire avec le mot culture, par exemple, une minute culture. Merci. D'accord, ok. Il était une fois, dans un terrain vague, énorme, plein de sable, une toute petite pousse verte. Elle essayait tant bien que mal de sortir de ce sable, mais il lui manquait non seulement le soleil, mais il lui manquait l'eau. Et cette petite pousse verte essayait de tourner sur elle-même, elle regardait à gauche, personne. À droite, personne, en haut, les nuages, et en bas, du sable. Elle attendait, elle se dit, un jour je serai arbre, un jour je serai forêt, un jour je serai montagne. Et les grains de sable à ses pieds la regardaient en disant, oui c'est ça, parle toujours, rêve toujours, tu resteras parmi nous une petite pousse verte et un jour tu deviendras brune et sèche comme nous et tu deviendras sable comme toutes les autres petites pousses vertes qui passaient par là avant toi. Sauf qu'un jour, une petite fille du village qui passait par là, elle s'appelait Gladys, je crois. Elle avait sur l'épaule droite, elle avait un seau plein de graines et sur l'épaule gauche, un seau un petit peu plus lourd plein d'eau. Et elle passait et elle chantait. Mais elle chantait tellement fort qu'elle n'entendait même pas le bruit de ses pieds. Et à un moment donné, elle entend « Aïe !» Et elle regarde et elle voit que son pied a failli écraser une petite pousse verte. Et elle se dit, mais que fais-tu là? Et l'autre dit, mais tu ne vois pas que j'existe? Elle dit, toi là, que fais-tu là? Tu n'as aucune chance. Ici j'ai des graines, ici j'ai de l'eau, et ce n'est pas ici qu'on plante tout ça. Et pourquoi pas? Et la petite fille s'est dit, effectivement, et pourquoi pas? Elle s'est dit, ok. Elle s'est mise à genoux, elle a pris son seau de graines, elle a dit, je ne veux plus que tu sois seule. Alors elle a dessiné autour d'elle un 8. Je vais choisir le chiffre 8 parce qu'en Kinyarwanda, c'est l'héritage, Munani. Elle a décidé autour d'elle un 8, avec des graines. Et la petite pousse verte la regarde en disant, c'est très joli ce que tu fais, mais je ne vois pas du tout en quoi ça va m'aider. Chut, tais-toi, tu n'en sais rien. Et puis après, elle a pris son seau d'eau, et elle a pris avec sa petite main, et elle a commencé à chanter pour elle en lui disant, ma maman m'a toujours dit que
Quand on est dans le ventre, les mamans chantent pour appeler l'enfant. Et quand l'enfant grandit, on chante pour qu'il grandisse. Et quand l'enfant se marie, on chante pour qu'il ait des enfants et ça continue comme ça. Alors, je vais te chanter ma chanson qui n'est pas à toi, mais je te la prête pour une fois. Et elle a pris de l'eau et elle a commencé à chanter pour elle et à mettre de l'eau autour des petites graines, tout autour d'elle. Et les petites graines magiques ont commencé à pousser autour de la petite pousse verte et à lui donner de l'ombre et à lui donner de l'oxygène et à lui donner, et en moins de 30 minutes une mini-forêt existait à ses pieds. Et la petite pousse verte, parce qu'il y avait d'autres personnes autour d'elle, en fait a trouvé la force de grandir et a commencé à grandir et à grandir et à grandir. Et au fur et à mesure que la petite fille chantait, la forêt grandissait, elle a dû reculer parce qu'elle avait peur de la forêt. Sa maman lui disait, il ne faut pas traîner dans la forêt. Quand on est une petite fille seule, beaucoup de choses peuvent arriver. Et elle a reculé, et puis elle grandissait, la forêt, et puis la petite fille grandissait et elle chantait We are the Yandongo, Yandongo, we are the Kibondo. Et c'est comme ça que le Rwanda est devenu vert. Voilà, c'est pour le mot culture, parce que dans sa culture, elle a trouvé comment arroser cette petite plante verte pour faire sortir du sol. Wow. Quel talent. Et je pense que là, on a eu vraiment ce soir la meilleure démonstration de la langue française via la culture. Wow. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'est déjà la fin de notre discussion télévisée sur l'éducation de la langue française par la culture. Fort heureusement, nous n'en sommes qu'au premier chapitre de la trilogie de la langue française au Rwanda, que nous célébrons ensemble ce week-end. Il me reste à remercier chaleureusement nos trois invités, Carole, merci, Aimée Merci, et Sophie. Merci Gladys. Et à remercier nos sponsors, Skoll et Canal+. Je vous remercie aussi de votre fidélité et vous qui nous suivez ce soir au Rwanda, en Afrique, dans les pays francophones et aux quatre coins du monde. Rendez-vous demain pour le prochain chapitre de la langue française au Rwanda, avec des invités exceptionnels au féminin. Nous recevrons Carmen Nibigiria, Nicole Bamukunde et Lydie Akiziman, avec lesquels nous aurons le plaisir de discuter de l'utilisation du digital pour l'éducation du français. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Oui. Désolée pour les mots.